La restriction énergétique volontaire, qu'elle prenne la forme d'un régime cétogène, d'un jeûne intermittent ou de l'élimination de certains groupes alimentaires, demeure omniprésente dans notre culture. Il y a peu d'individus qui vont traverser leur vie sans avoir expérimenté une forme ou une autre de diète amaigrissante. Cette quête de minceur est profondément ancrée dans nos normes sociales et elle a des conséquences importantes sur notre santé physique et surtout psychologique. Les scientifiques le savent depuis des décennies. La majorité des tentatives de perte de poids ne donnent pas les résultats escomptés. Malgré ce fait établi, l'industrie de la perte de poids continue de nous faire croire qu'il est possible de perdre du poids de façon durable en coupant les calories et que c'est de notre faute si on n'y arrive pas. Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, je vous parle des réponses adaptatives du corps humain à la restriction calorique. Selon un sondage léger réalisé pour l'Association pour la santé publique du Québec en 2023, près de la moitié de la population québécoise, soit 47 %, se dit insatisfaite de son poids. Chez les femmes, cette proportion atteint 55 %. Un pourcentage équivalent de la population a tenté de perdre du poids au cours de la dernière année. Or, si les régimes amaigrissants étaient réellement efficaces, bien on le saurait. D'un point de vue évolutif, l'être humain s'est adapté à des environnements où la disponibilité alimentaire était imprévisible, avec des périodes de famine fréquentes. Ces pressions sélectives auraient façonné un système de régulation énergétique hautement conservé. Et celui-ci est programmé pour maximiser la survie lors d'un déficit énergétique. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre une restriction volontaire et un épisode de famine. Dans les deux cas, il déclenche des mécanismes visant à rétablir l'équilibre énergétique. L'équilibre énergétique, c'est quand l'apport calorique est équivalent à la dépense énergétique quotidienne. Il permet de maintenir un poids corporel stable à court et moyen terme. En contexte de déficit, le métabolisme de base, donc la quantité d'énergie utilisée pour l'organisme pour assurer les fonctions vitales au repos, diminue. Cette réduction est une forme d'économie d'énergie comparable au mode veille d'un appareil électronique qui manque de batterie. Le mode veille, c'est principalement une partie du cerveau appelée l'hypothalamus qui le met en place. Malgré sa petite taille, il intègre les signaux périphériques et orchestre les réponses hormonales visant à maintenir une balance énergétique stable. Ce système peut être comparé à un thermostat. Dès qu'une variable, comme le poids corporel, s'éloigne de sa valeur naturelle, des mécanismes compensatoires s'activent pour rétablir l'équilibre. Le corps humain a horreur d'une perturbation de l'équilibre énergétique. À l'épisode 29, je vous ai parlé des facteurs génétiques qui influencent la réponse à une perturbation de l'équilibre énergétique. Ce dont je n'ai pas encore parlé, ce sont des mécanismes que notre organisme met en place pour retrouver rapidement cet équilibre. Je vous les présente à l'instant. Mécanisme numéro 1 que notre organisme met en place pour retrouver l'équilibre énergétique. Changement dans la sécrétion d'hormones influençant l'appétit. Parmi les signaux hormonaux qui influencent l'hypothalamus, la gréline, une hormone sécrétée principalement par l'estomac, joue un rôle essentiel dans la stimulation de l'appétit. C'est donc une hormone orexigène. Elle agit sur plusieurs neurones présents dans l'hypothalamus, ce qui a pour effet d'augmenter la sensation de faim, notamment à des moments précis de la journée. Les concentrations de gréline sont augmentées le matin, le midi et le soir. À l'opposé, la cholécystokinine est une hormone produite par l'intestin grêle qui est libérée en réponse à l'ingestion de nutriments. Elle contribue à la sensation de satiété en envoyant un signal au système nerveux central pour limiter la poursuite de l'ingestion alimentaire. Une autre hormone sécrétée par l'intestin, la glucagon-like peptide 1 ou GLP-1, procure le même effet en plus de ralentir la vidange gastrique. On commence à bien connaître cette hormone puisque ses effets sont mimés par les nouveaux agents pharmacologiques qui induisent une perte de poids. Ces molécules sont des hormones anorexigènes. Un autre facteur hormonal majeur est la leptine, une hormone sécrétée par le tissu adipeux de la famille des adipokines.
Sa découverte a mis en lumière la fonction endocrine du tissu adipeux dans les années 90. Les concentrations de leptine dans le sang sont proportionnelles à la masse grasse. Quand la balance énergétique est stable, la leptine envoie au cerveau un signal pour le rassurer que tout va bien sur le plan métabolique. Elle inhibe donc l'appétit et informe le cerveau que les réserves énergétiques sont adéquates pour assurer la survie. En situation de restriction calorique et de perte de masse grasse, les concentrations de leptine chutent rapidement, ce qui décuple les signaux de faim et diminue la satiété entre les repas. De manière concomitante, en situation de restriction calorique, la sécrétion de gréline augmente, ce qui accentue la sensation de faim. Mécanisme numéro 2 que notre organisme met en place pour retrouver l'équilibre énergétique, réduction du métabolisme de base. Quand on fait des efforts pour manger moins et bouger plus, on observe généralement une diminution du métabolisme de base. La diminution du métabolisme de base est proportionnelle à la perte de masse grasse et de masse maigre et est tout à fait normale et attendue. Elle reflète une adaptation physiologique visant à préserver les réserves énergétiques de l'organisme. Toutefois, cette diminution varie considérablement d'un individu à l'autre. On le sait, certaines personnes ont plus de facilité à perdre du poids que d'autres. Des études réalisées par le professeur Angelo Tremblay de l'Université Laval montrent que, chez certaines personnes, la dépense énergétique diminue davantage que ce que l'on pourrait prédire en fonction de la composition corporelle et de l'ampleur de la perte de poids. Ce phénomène est appelé thermogénèse adaptative. C'est essentiellement une réduction de la dépense énergétique plus importante que prévu. Cette adaptation pourrait jouer un rôle clé dans la résistance à la perte de masse grasse, accentuer les sensations de faim et accroître le risque de reprise de poids à long terme. Ces réponses sont en grande partie orchestrées par le cerveau, qui cherche à contrer toute perturbation prolongée de la balance énergétique. À cela s'ajoutent des modifications des circuits neuronaux associés à la récompense, qui accentueraient l'attrait pour les aliments denses en énergie, notamment ceux riches en gras, en sel et en sucre. Mécanisme numéro 3 que notre organisme met en place pour retrouver l'équilibre énergétique, efficacité accrue du stockage des nutriments. Quand on coupe les calories, l'efficacité du stockage des nutriments augmente, ce qui favorise une reprise de poids rapide dès que la restriction cesse. Même les cellules de notre tissu adipeux contribuent à cette résistance à la perte de poids. Des chercheurs en Suisse ont démontré que les cellules adipeuses auraient une mémoire épigénétique qui contribue à protéger l'organisme contre la perte de poids. L'épigénétique, c'est l'ensemble des modifications chimiques, réversibles et transmissibles qui modulent l'expression des gènes sans en modifier la séquence d'ADN. Ces modifications permettent aux gènes de réagir à des facteurs externes comme l'alimentation. Chez la souris, les chercheurs ont observé que plus les animaux étaient exposés à des cycles répétés de restriction calorique, donc plus elles faisaient le yo-yo avec leur poids, plus leurs cellules adipeuses se rebellaient et activaient des mécanismes favorisant le stockage de graisse et l'inflammation. Et ça, ce n'est vraiment pas idéal pour la santé métabolique à moyen et long terme. Ce que l'ensemble des études sur la balance énergétique démontrent, c'est que les réponses physiologiques associées à la restriction calorique sont programmées par des millions d'années d'évolution des mammifères. Elles sont automatiques, involontaires et inconscientes. Elles ne traduisent pas un manque de volonté, mais bien une adaptation biologique programmée qui vise à assurer la survie de notre espèce. Ces réponses physiologiques se superposent à d'autres déterminants de la régulation pondérale comme l'environnement, les facteurs socio-économiques ou les prédispositions génétiques. Pour plusieurs personnes qui tentent de contrôler leur poids, les échecs répétés de perte de poids et leur interprétation comme étant un manque de volonté ou d'effort peuvent engendrer des répercussions psychologiques importantes. Faible estime de soi, relations conflictuelles avec l'alimentation et insatisfaction corporelle chronique qui peuvent mener à des troubles des conduites alimentaires. Dans un contexte de santé publique, ces constats favorisent un changement de paradigme. Plutôt que de centrer l'intervention sur la perte de poids en tant que telle, de plus en plus de scientifiques proposent désormais d'agir sur les comportements de santé comme l'alimentation
l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, les relations sociales, etc., qui peuvent améliorer la santé métabolique indépendamment du poids corporel. Sur le plan individuel, une meilleure compréhension des adaptations physiologiques face à la restriction énergétique peut favoriser une approche plus critique et bienveillante envers nous-mêmes ou même envers nos proches qui effectuent des tentatives de perte de poids. C'est important de rappeler que le corps humain, loin de saboter nos efforts, mobilise ses ressources pour nous protéger contre une menace perçue, celle de manquer d'énergie pour survivre. En terminant, je pense qu'il est important de rappeler qu'une majorité de personnes peut améliorer leur santé métabolique et parfois leur poids corporel de façon durable grâce à des changements d'habitude de vie ciblés. Comprendre les mécanismes qui sous-tendent le regain de poids comme les sensations de faim et de satiété et le comportement alimentaire permet de concevoir des interventions plus adaptées, loin des approches restrictives traditionnelles. C'est justement le cœur des travaux de notre prochain invité. La nutritionniste et chercheuse Vicki Drapeau, qui est spécialisée en nutrition comportementale et en régulation de l'appétit. J'aimerais d'ailleurs remercier la Dr Drapeau ainsi que deux autres collègues, les Dr Alex Caron et Marie-Claude Vole, qui m'ont aidé à préparer l'épisode d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, Vicki Drapeau viendra nous parler de ses recherches sur les stratégies concrètes ciblant le contrôle de l'appétit pour favoriser une gestion efficace du poids et soutenir la santé métabolique à long terme.